Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de filmer encore une fois puisque je reprends ma super série des scandales de la mode et je fais le deuxième épisode. Je vous montrerai le premier épisode dans la barre d'infos. En fait je pense que je vais faire une playlist scandales de la mode comme ça. Si jamais ça vous dit, vous pourrez regarder toutes les vidéos en boucle histoire d'être au courant de toutes les controverses fashion qui ont remué l'industrie depuis la nuit des temps, si je puis dire. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler de 3 scandales qui sont extrêmement juicy, qui j'espère vous vont maintenir en haleine pendant toute cette vidéo et on attaque sans plus tarder ma foi. Premier scandale qui est le déclin de Coco. Les scandales dans la mode, ça ne date pas d'hier, puisque en fait c'est un peu le sel de l'industrie, comme dirait Loïc Prigent, c'est ce qui permet à la mode d'avancer et finalement de choquer, de permettre aussi certaines avancées sociales, etc. Et il y en a d'autres, il y a les scandales un peu moins cool, les bad buzz comme on les appelle aujourd'hui. Gabrielle Chanel, très connue, a aussi expérimenté le bad buzz puisqu'elle a eu une fin de carrière absolument nullissime, on peut le dire. Elle s'est complètement échouée comme une grosse merde après avoir une carrière magnifique et après avoir créé pourtant une maison de couture qui reste aujourd'hui la référence française de prêt-à-porter et de couture. Donc ça c'est triste parce que elle a pas du tout su se mettre à la page et à la fin de sa vie elle est devenue totalement réactionnaire, elle est devenue une vieille peau en fait, je pense. Mais ça va encore plus loin puisque elle est tombée amoureuse d'un Allemand, le baron Günther von Dunklage. Ouais, j'ai toujours eu un peu de mal avec l'allemand, mais c'est ça il me semble. Qui était un officier allemand et qui en fait a été agent nazi. Nice, on adore. Et donc elle a eu une histoire d'amour avec cet homme et en fait il y a un journaliste américain qui a sorti en 2011 une biographie sur Gabrielle Chanel qui entache complètement la réputation de la femme et dans laquelle il admet que Gabrielle Chanel était elle aussi une agent au service des nazis en fait à partir de 1940. Elle avait alors 57 ans. Ce journaliste s'appelle Hal Vaughan et dans sa biographie essaie de prouver un peu ce qu'il avance, mais ça reste assez trouble. Les historiens n'ont jamais vraiment admis cette histoire. Mais le groupe Chanel, quand cette biographie est sortie en 2011, a voulu défendre quand même Coco en disant que c'était pas prouvé historiquement. Qu'il y avait une quantité assez monstre de biographies qui étaient sorties sur Gabrielle Chanel et il y en a plein qui disent des conneries, ce qui est aussi vrai certes. Et en plus ils ont dit aussi que l'antisémitisme de Gabrielle Chanel n'était absolument pas prouvé, au contraire elle a travaillé, il y a eu beaucoup d'amitié avec des familles juives, par exemple le photographe Irving Penn avec qui elle a travaillé plusieurs fois. Donc ça reste, on va dire, une zone d'ombre qui a quand même fait scandale en 2011 quand le truc a éclaté. C'est quand même pas top quoi d'avoir ce genre de rumeurs sur sa tombe. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi j'ai pas lu cette biographie pardon, donc je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas si elle est bien référencée, si les sources sont exactes ou pas, mais bon après je trouve ça aussi un peu facile de dire parce que Coco était amie et a travaillé avec des familles juives, ça veut dire qu'elle était exemptée de toute responsabilité. Mais bon, ça reste quand même un peu un point mystérieux de la vie de Coco qui a eu une vie quand même assez secrète. En tout cas ce qui est sûr et ce qui est complètement avoué de la part de Gabrielle Chanel, c'est sa misogynie intégrée sur la fin de sa carrière. Pour montrer ses genoux, il faut qu'ils soient très beaux. C'est une articulation, c'est comme si on montrait son coude. Voilà, on prendrait une chose et on serait toute la journée comme ça. Regardez comme mes petits coudes sont gentils. C'est affreux tout ça. Elles avaient une idée de ce que c'est que l'académie du corps. Elles sauraient que quand on a des mauvais genoux, on a également de mauvaises hanches. On est trop large là. On est bâti pour faire des enfants. Et c'est assez dingue parce que Gabrielle Chanel, on dit souvent que c'est une couturière hyper féministe, elle a fait quand même tomber le corset pour les femmes, elle a créé des vêtements féminins pratiques, le pantalon, qui ont quand même
eu leur part dans l'avancée sociale de la place des femmes dans la société. Et pourtant à la fin de sa vie, elle était complètement contre les mouvements de révolte qu'il y a eu dans les années 60. Elle comprenait pas comment on pouvait avoir envie de se révolter dans la rue. Elle écrivait à Edmond Charleroux, qui est une journaliste qui a travaillé pour Vogue, pour plein d'autres magazines, qui est aussi une écrivaine, une femme d'exception aussi. Peut-être que je ferai un portrait d'icône sur cette femme parce qu'elle est assez impressionnante aussi. Elle lui écrivait qu'elle comprenait pas qu'on puisse faire la grève, etc. Elle était hyper réac, une vieille peau, hein, comme je l'ai dit. Et elle était aussi complètement contre le jean. Quand le denim est arrivé, pour elle c'était la décadence occidentale totale. Et la jupe aussi d'ailleurs. Elle a dit, je cite, « C'est affreux tout ça, c'est affreux de montrer des genoux. » Oups. Donc comme quoi elle avait vraiment pas du tout compris son époque, elle a pas compris l'air du temps, elle a pas saisi l'opportunité de se renouveler et en fait elle a complètement coulé. Après avoir dit ça, elle a dit des choses sur les femmes qui sont absolument sexistes et misogynes. Après elle est d'une autre époque, donc il y avait aussi un sexisme intégré et même pas conscientisé, je pense, de sa part à elle, mais bon, il n'empêche qu'elle l'a quand même dit. Elle a dit dans une interview donnée à Jacques Chazot pour l'émission Dim Dam Dom, ouais. Elle a dit, je cite, donc c'était en 1969, donc quand même, enfin, à l'aube des années 70, dire une chose pareille, c'était vraiment pas très wise. Elle a dit, les femmes qui portent la culotte, ça me dégoûte. Je crois à leur faiblesse, pas à leur force. Elles ne sont pas heureuses dans une époque comme celle-ci, parce qu'on ne les aime pas. Et une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle. La maison Chanel s'est complètement cassé la gueule, hein. Plus personne n'a voyé d'intérêt dans cette maison complètement poussiéreuse et c'est seulement quand Karl est arrivé et qu'il a repris les rênes que Chanel a su se dépoussiérer et réinvestir un peu le marché, quoi, parce que sinon ça a été enterré, mort, fini. Passons maintenant au scandale numéro 2. Notre deuxième scandale concerne la seule et l'unique La Brindille, aka Kate Moss. Alors elle, c'est comme Naomi Campbell, elle mériterait un épisode à elle entière et je pense peut-être que je ferai un épisode dédié à Kate Moss et un épisode dédié à Naomi Campbell parce qu'elles ont fait tellement de frasques dans l'industrie de la mode qu'on pourrait parler une demi-heure dessus. Mais bon, j'ai choisi de parler du Cocaine Gate. Du Cocaine Kate, pardon, pas Gate. Mais bon, c'est un peu la même chose. En gros, tout le monde connaissait déjà la vie un peu débauchée de Kate, les soirées, les relations amoureuses un peu sulfureuses avec Pete Doherty, Johnny Depp, enfin bref. En 2005, un tabloïd américain qui s'appelle le Sunday Mirror publie un article qui parle de l'addiction de Kate à la cocaïne. Donc il avance, et c'est la première fois qu'on en parle délibérément, que Kate Moss est complètement addict et complètement cocaïnomane et qu'elle aurait même fait un coma suite à une soirée où elle aurait pris trop de coke. Kate Moss a toujours démenti cette affaire. Je crois qu'elle a même poursuivi en justice le journal pour diffamation. Elle a toujours dit qu'elle n'était jamais tombée dans le coma, pas qu'elle n'en avait jamais pris bien sûr. Ting. Par contre, la même année, quelques mois après, un autre tabloïd d'Amerloc hyper connu, le Daily Mirror cette fois-ci, fait une couverture avec une photo bien pixelisée, un peu volée de paparazzi de Kate Moss en train de consommer de la cocaïne. Aïe aïe aïe. Et en gros, le titre c'est Cocaine Kate. Et ce surnom l'a suivi jusqu'aux enfers. Ça a fait un énorme tollé, elle a eu plein de contrats qui ont été annulés, un contrat avec Chanel, un contrat avec H&M, un contrat avec Burberry. Plus personne ne voulait être associé à cette personne, à cette délinquante. Plus personne ne voulait avoir Kate Moss comme mannequin représentante de leur maison. Ils se sont vraiment tous désolidarisés et Kate Moss a disparu pendant un an. Elle a fait une rehab et elle s'est tenue à l'écart de la vie un peu mondaine pendant un an. Il n'empêche quand même qu'après cet épisode de Cocaine Kate, Kate Moss a dû s'excuser en public tellement ça a fait un énorme tollé, alors que pour elle, elle ne voulait jamais s'exprimer sur sa vie privée. D'ailleurs elle l'a très peu fait et elle a dû le faire parce que en fait il y a une telle
d'hypocrisie dans la mode vis-à-vis de la cocaïne et de la drogue, alors que bon, qu'on se le dise, je pense que c'est une industrie où ça tourne pas mal, faut pas être Einstein pour le deviner. Et donc finalement elle a quand même réapparu en 2006, et puis on connaît toujours sa carrière, elle est toujours cover girl, elle fait des collaborations partout, enfin je crois que ça ne lui a pas non plus complètement fait de mal, parce que c'est une manière aussi de parler d'une star. Par contre, c'est arrivé à une autre mannequin en 2013, donc beaucoup plus récemment, c'est arrivé à Cara Delevingne, It Girl, la nana qui a démocratisé le sourcil fourni. En gros, il y a eu des photos qui sont leakées d'elle qui fait tomber un petit sachet plastique où il y a de la poudre blanche qui ressemble étonnamment à de la cocaïne quand elle était à Londres et qu'elle sortait de chez elle pour aller en soirée. Un peu louche, du coup ça a aussi fait scandale. H&M s'est tout de suite exprimé sur le sujet parce qu'ils étaient censés avoir une collaboration ensemble par la suite, et H&M a tout de suite dit ah non 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 mais nous on va investir, et si c'était vraiment de la cocaïne on rompt le contrat, et donc ils ont lancé une procédure d'investigation pour en savoir plus. Comme quoi finalement il y a un vrai truc d'hypocrisie totale sur les drogues dans la mode, et il y a toujours besoin d'un petit mouton noir qui est souvent un mannequin, une mannequin hit girl que tout le monde regarde, parce que c'est beaucoup plus facile de jeter la pierre sur une femme qui est sans défense et qui est seule dans sa merde un peu quoi. Une mannequin, bah, y a pas tout un empire qui s'effondre derrière, il y a que elle et sa carrière. Mais bon, finalement Cara, ça ne lui a pas non plus empêché d'avoir une très belle carrière. Aujourd'hui elle fait du cinéma, il me semble que c'est pas non plus un buzz qui a ruiné des carrières. Scandale suivant. Dernier scandale, le scandale le plus long et je pense le plus intéressant je trouve, parce qu'il pose de vraies questions éthiques dans la mode, qui est le scandale du pyjama rayé, ou plutôt du pyjama rayé. Et je fais un petit jeu de mots, vous allez tout de suite comprendre. Le 27 janvier 1995, c'est le 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Or, c'est aussi le jour du défilé de la collection Homme automne-hiver 95-96 de la marque Comme des garçons, dont Rei Kawakubo, une créatrice japonaise qui a immigré à Paris. Donc c'était le défilé Comme des garçons. Jusque là, pas trop de connivence, mais vous allez voir, il y a eu un gros problème. Que ce soit une simple coïncidence, de l'ignorance ou alors une blague de très mauvais goût, toujours est-il que dans ce défilé-là, de nombreux pyjamas rayés font partie du défilé, portés par des jeunes hommes assez street, parfois avec le crâne rasé. Donc autant vous dire que ça la fout mal, d'autant plus qu'il y a d'autres tenues, d'autres costumes, où sur les costumes, il y a une espèce de suite de chiffres qui fait extrêmement penser aux tatouages des déportés qu'ils avaient tous sur le bras. Le Congrès juif européen demande à Rei Kawakubo de retirer de la vente ses pyjamas rayés, en lui faisant clairement la morale et en disant que ce n'est pas possible de jouer avec de tels codes qui sont tellement parlants et porteurs d'une histoire quand même toute particulière et encore très contemporaine, surtout en 1995, d'autant plus que la collection s'appelle Sommeil, donc bon, est-ce que c'est de nouveau un espèce de lien chelou avec l'histoire? C'est quand même très étrange, ça met mal à l'aise, on est d'accord que c'est pas très clair cette histoire. Bien sûr, Rei Kawakubo retire les fameux pyjamas de la vente, s'excuse et en fait elle dit que l'inspiration de la collection c'était simplement la mode britannique d'antan et qu'elle avait voulu dynamiser le truc en faisant porter ces pyjamas là à des jeunes hommes rasés parce que c'est le côté street de Comme des garçons, etc. et qu'il n'y avait aucune portée historique dans sa démarche et que jamais elle aurait fait ça, sauf que ça a quand même fait un gros tollé. Après, Rei Kawakubo n'en a pas du tout souffert, sa marque Comme des garçons marche toujours aussi bien. C'est juste une maladresse je pense, mais qui est quand même assez abusée, enfin c'est quand même fou. Et en fait c'est une maladresse qui a été beaucoup répétée dans l'histoire du vêtement. Là dernièrement, on a d'abord en 2014 la marque Zara qui a sorti une petite marinière pour enfants, marinière bleue et blanche avec une étoile jaune. On voit l'image, on voit la marinière
moi ça me saute aux yeux quoi. C'est incroyable que sur tout un service comme Zara, il n'y ait pas une seule personne de la chaîne qui ait dit les gars c'est quand même un peu choquant. Bien sûr ça a fait un énorme scandale et la marque a retiré de la vente la marinière. Pareil en 2015, sauf que c'était pour la marque Urban Outfitters qui a sorti une écharpe rayée grise et blanche avec le petit triangle rose qui représentait dans les camps le signe distinctif pour les homosexuels. Et la ressemblance, encore une fois, dans l'imprimé est complètement frappante. Et il y a une association américaine contre l'antisémitisme qui a demandé à Urban Outfitters de retirer ce produit de la vente et Urban Outfitters s'est exécuté. Mais moi je me demande quand même, est-ce que c'est une simple coïncidence, sachant qu'il y a quand même je ne sais combien de personnes qui vont visualiser le produit avant qu'il ne soit mis sur le marché? Ou est-ce que ça serait pas une stratégie marketing très efficace puisque ça fait parler de la marque? C'est bizarre quand même, parce qu'on se dit que c'est tellement gros que c'est pas possible de pas savoir et de faire l'innocent. Enfin, il y a des motifs qui sont porteurs d'une histoire, qui sont porteurs quand même d'événements historiques extrêmement graves et qui ne peuvent pas être utilisés comme ça pour vendre, comme argument marketing, comme je ne sais quoi. Il faut se documenter, il faut faire attention, les vêtements sont porteurs de signes, sont porteurs de caractéristiques, d'emblèmes, d'idéaux et enfin, on peut tellement dire à travers ce qu'on porte. Ça peut être idéologique, ça peut être politique, ça peut être commémoratif. Il y a trop de signaux autour d'un habit, c'est trop culturel, trop conventionnel pour que on choisisse à laver vite un motif et qu'on se dise ça marche pas. En tout cas, ça va faire parler de nous. C'est sur ce scandale-là que nous nous quittons. Comme d'habitude, j'adore ces petites vidéos un peu croustilles. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le blog, sur la page Insta, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Profitez bien de votre été. Bisous.